Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, brouille entre les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social et le corps professoral. La plainte des enseignants vient d'être effective. Le conseil de discipline de l'école a été également saisi par les enseignants. Nous ferons le point dans cette édition. Séquestration des enseignants de l'ENDSS, saccage du restaurat de l'UGB. Comment comprendre un climat aussi délétère entre enseignants et apprenants? Pourquoi tant de haine en milieu scolaire? Le SAES hausse le ton. Hausse probable du prix du ciment. Les cimentiers se font entendre au lendemain de la déclaration du chef de l'État. Si les prix du ciment ne sont pas réajustés, les cimentiers seront dans l'incapacité de maintenir leur modèle économique, déclare le directeur général de Socosim. L'association pour la défense des locataires est contre la mesure annoncée par le président Sall. Le président Macky Sall, justement, sans embâche face aux centrales syndicales. Une augmentation des salaires est impossible vu la masse salariale de l'État exponentielle. Elle avoisine les 860 milliards par an. Les syndicalistes se rébiffent. Procès de l'affaire Madinatoul Salam, Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés seront fixés le 6 mai prochain. Vivement lundi, s'exclament les familles des victimes. Plus de détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Les enseignants de l'ENDS et le personnel administratif viennent de déposer plainte contre les étudiants qui les auraient séquestrés et insultés. Les étudiants seront également traduits devant le conseil de discipline de l'école. Mieux, les enseignants ne reprogrammeront pas des stages pour les étudiants. Et tant pis pour les étudiants qui n'auront pas de notes, l'année sera considérée comme invalide. Le climat est donc toujours tendu à l'École nationale de développement sanitaire et social. Nous vous parlions de cette histoire de séquestration qui oppose les enseignants aux étudiants. Nous sommes retournés sur place ce matin. Le corps professoral craint toujours pour sa sécurité. Leur menace de plainte est mise en exécution. Kumba Amatlo. C'est le calme à l'École nationale de développement sanitaire et social. Après 8 heures de séquestration par les étudiants, le corps professoral dit ne plus se sentir en sécurité dans l'enceinte de l'établissement. Au sein de l'ENDSS, les enseignants ne sont plus en sécurité. Comme les étudiants ont osé barricader, fermer le bloc des enseignants jusqu'à 23 heures, donc peut-être ils peuvent envisager quelque chose. Ce mardi, le pire a été évité de justesse selon le chef de la section sage-femme qui revient sur cet épisode difficile. Imaginez une personne qui doit rentrer à 15 heures, qui reste à l'ENDS, qui reste dans une salle jusqu'à 23 heures. Tu n'as nulle part où aller. Nous sommes des mères de famille. Nos enfants ont besoin de nous. On ne pouvait pas bouger. Jusque-là, aucune décision n'est prise par le collectif des enseignants. Toutefois, des mesures disciplinaires sont envisagées pour faire face à ce comportement qu'ils jugent inapproprié. Les enseignants qui ont été victimes de ce problème-là vont se concerter et vont voir la démarche la plus adéquate. Alors, les étudiants ont-ils claustré les professeurs ou pas? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette affaire intervient dans un contexte où la sécurité des enseignants est souvent menacée. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Saint-Louis, la vandalisation du rectorat de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Là aussi, une plainte a été déposée par le recteur pour destruction de biens publics, injures et menaces. Pourquoi tant de violence à l'égard du corps professoral? Élément de réponse avec Aïssatou Gueiba. Des violences exercées par les étudiants dans les universités, des agressions envers les professeurs, un phénomène de plus en plus présent qui effraie les spécialistes en la matière. On voit que de plus en plus, les étudiants s'en prennent au personnel enseignant et de recherche ou bien au personnel administratif et de technique et de service. Est-ce que le disciple devrait s'insurger à la place du maître? Devrait-il exercer une violence envers son maître? Non. C'est devenu une tradition au Sénégal d'entendre dire que voilà, pour se faire entendre, il faut faire du bruit, exercer une violence. Jusqu'à quelle limite? La cause de ce phénomène, le retard des bourses. Le SAES a eu à faire un diagnostic, une étude sur la cause des violences. Et en fait, on voit que la première cause est liée
au non-paiement des bourses. Même si les violences ne sont pas nouvelles dans le monde universitaire, la manière dont il est exercé aujourd'hui par les étudiants pose problème. Il va falloir qu'on se retrouve dans les instances des universités pour redéfinir les droits et les devoirs de chacun dans cet espace-là. En fait, à l'origine, à l'UCAD, on avait pu prendre certaines mesures qui avaient été déjà donc, de dissoudre les amicales, de traduire certains en conseil de discipline. Et on voit que de moins en moins, en fait, cette violence s'estompe. Ce qu'il faudrait par contre, c'est repenser, c'est rééduquer en fait la jeunesse. Lui apprendre à respecter des principes, à respecter des valeurs, notamment le respect de la sacralité de l'université et le respect également de la persona, comme disait-on, de l'étudiant, qui est de montrer des bonnes valeurs, qui est de se présenter comme quelqu'un qui est en quête de savoir. Et la quête de savoir va essentiellement avec le respect des bonnes pratiques, des bons comportements. L'université, un lieu d'apprentissage, l'enseignement de ses valeurs, une responsabilité partagée. Merci beaucoup Aïssatou. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop réclament le paiement de leur bourse. Ils ont manifesté leur agacement avec des tentatives de blocage de l'avenue Cheikh Anta Diop et quelques échauffourées avec les forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images. Augmenter les taxes sur le ciment pour financer le programme des 100 000 logements sociaux du gouvernement. L'annonce a été faite hier par le président de la République. La conséquence de cette mesure serait une hausse du prix du ciment. L'Association pour la défense des locataires est contre cette volonté du président Sall, suivant les explications d'Iliman Sall. L'association quand même ne peut pas apprécier positivement cette hausse parce que évidemment tout ce qui va dans le sens de l'augmentation des prix n'arrange pas une association consumériste, à plus forte raison une association qui défend des locataires. Vous savez que si on augmente le prix du ciment, ça va forcément impacter sur le prix des loyers forcément, parce que le coût de la construction va forcément impacter sur le prix du loyer. Et à ce titre-là, nous n'accueillons pas positivement cette mesure-là tendant à mettre des taxes sur le prix du ciment. Les raisons avancées, c'est que l'État n'est pas en mesure de continuer à subventionner certains prix, mais je pense que quand même tout ce qui va dans le sens de la construction, ça devrait être subventionné. Le principal problème, c'est que l'État ne veut plus subventionner ou supporter une quelconque augmentation, et évidemment en mettant les taxes, évidemment il agit forcément sur le coût de construction, et l'État qui parle de logements sociaux évidemment devrait penser à diminuer ces prix, ce matériel entrant vraiment dans la construction des bâtiments pour que les gens puissent construire en masse et que cela puisse impacter sur l'offre et la demande. L'augmentation des salaires, la principale revendication des syndicalistes cette année. Hier au Palais, lors de la traditionnelle remise des cahiers de doléances, le président Sall leur a opposé une fin de non-recevoir. 80 milliards de francs CFA par mois, on ne peut pas faire plus selon le chef de l'État. Eh bien, les syndicalistes ne l'entendent pas de cette oreille. Maïmouna Ndiaye, Amadouba. Ibrahima Gueye faisait partie des syndicalistes conviés au Palais de la République à l'occasion de la remise des cahiers de doléances. Les propos tenus par le président Macky Sall attestant l'impossibilité d'augmenter les salaires, il dit tout sauf logique. Nous considérons que dans un pays où les fonctions politiques sont mieux payées que les fonctions productives, il y a quand même un problème. Vous voyez les salaires d'une agence, c'est quasiment évidemment des salaires que personne ne peut comprendre. Et les agences, c'est tout simplement souvent des départements ministériels qui ont été érigés en agences. L'autre plus important, c'est de voir l'ensemble des institutions qui sont créées et qui sont budgétivores et à quoi cela servent. Son collègue abonde dans le même sens, il parle même de reniement. Le président de la République a pris un engagement de remettre à plat le système de rémunération pour permettre aux travailleurs du Sénégal d'être traités de façon équitable, pour que tous les travailleurs puissent se sentir concernés. Donc il est en train de faire un reniement. Quelle sera la suite alors? Nous attendons une notification officielle dans des négociations
et monsieur le président de la République ou du gouvernement disant que cela est impossible, à partir de ce moment, en tant qu'organisation syndicale, nous adopterons la posture qui est la nôtre, c'est la posture de lutte et de combat. Que moi je lance un appel à tous mes camarades du secteur de l'éducation et de la formation, mais de tous les autres secteurs stratégiques comme la justice et la santé, pour que toutes les forces sociales soient regroupées, qu'on puisse faire bloc et lui faire face. Déjà, des préavis de grève sont déposés sur la table de négociation. Ces travailleurs avertissent, ils ne se laisseront pas faire. Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés ont-ils assassiné Bara Sow et Ababacar Diagne? C'est lundi prochain que le juge donnera son verdict. La partie civile et la défense se sont mutuellement brocardés en ce dernier jour de procès. Le procureur de la République, quant à lui, campe sur sa position. Les travaux forcés à perpétuité contre les guides du Tchantakoun. Abdourahmane Diallo. Le destin judiciaire de Cheikh Béthio Thioune et 19 de ses talibés est entre les mains du juge du tribunal de grande instance de Mbour. Thierno Niang a décidé de se prononcer sur le verdict lundi prochain à partir de 9h. Mais avant cela, ce jeudi, il a écouté les trois parties. La partie civile est passée en première. Les avocats étaient au nombre de 3. Ce pôle dirigé par Maître Hassimou Touré dit rester sur sa faim. Concernant la plaidoirie de la défense, il estime que les conseillers de Béthio Thioune et compagnie faisaient dans la masturbation juridique. Maître Touré s'étonne du fait que personne n'a assumé tuer Ababacar Diagne et Bara Sow alors que ces derniers ne sont pas morts naturellement. Le certificat de genre de mort est clair, ils ont succombé suite aux coups et blessures volontaires, mais aussi d'une arme à feu. Il s'interroge aussi sur l'attitude des avocats de la défense qui n'ont fait aucune observation sur les 3 milliards d'amendes. Le procureur avait 10 minutes pour son réquisitoire. Youssou Diallo précise qu'il n'aime pas trop les répliques. Il ajoute qu'il a largement démontré que Cheikh Béthio Thioune et compagnie sont coupables. Donc il réitère sa condamnation, allant de 10 ans de travaux forcés à la perpétuité, un mandat d'arrêt international contre le guide des Tchantakoun et un mandat de dépôt contre les 3 accusés qui sont en liberté provisoire. L'audience sera bouclée par la défense. Les avocats des Tchantakoun accusés estiment qu'il n'y a pas de preuves palpables pour pouvoir incriminer leur client. Ils pensent que dans ce dossier, seule l'inhumation sans autorisation peut être retenue contre certains Tchantakoun. D'ailleurs, ce qui pousse la défense à demander au juge de condamner de manière individuelle. Certains avocats de la défense pensent que tous ces agissements ne sont rien d'autre que d'actions des personnes tapis dans l'ombre qui souhaitent réduire à néant le mouvement des Tchantakoun. En politique, l'opposition l'a toujours amère. Elle conteste encore l'élection du président Macky Sall. Le livre blanc de la coalition Idy 2019 est le dernier acte de cette contestation, un mois, jour pour jour, après l'investiture du président Macky Sall. Quelle lecture politique faire de la stratégie de l'opposition? Élément de réponse avec Alassane Ba. Le leader des forces démocratiques du Sénégal, membre de la coalition Idy 2019, n'apprécie guère la stratégie de lutte de l'opposition. Un livre blanc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est en deçà de ce que nous attendons des leaders de l'opposition, parce que publier un livre blanc et après, je ne suis pas sûr que c'est avec ce livre blanc-là qu'on changera les rapports de force. Il y a aujourd'hui des urgences. Là où on attendait l'opposition, là où j'attendais ces leaders-là, c'était qu'ils se prononcent de manière claire donc sur la journée du samedi et pas se réfugier derrière un communiqué laconique. Vous savez, un vent de contestation, elle n'est bien normée, surtout au sortir de telles contestations que quand l'on fait bouger ne serait-ce qu'un segment du pays. Selon le responsable apériste, l'opposition perd son temps. Moi je pense que ce n'est pas un livre blanc, c'est un livre noir. C'est regrettable. Vous savez, les élections sont derrière nous. Et quand on commente un peu ce fameux livre, quand on parle de 600, je pense, bureaux fictifs à l'extérieur, comment peut-on avoir des représentants dans des bureaux fictifs? Au Sénégal, on ne peut pas voler des élections. Une opposition plus engagée, Babacar Diop invite les leaders à revenir sur le terrain de la mobilisation. Organiser les militants, organiser le peuple pour faire face, pour faire face véritablement à Macky Sall, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie claire
de l'opposition pour faire face à M. Macky Sall. Ils auraient pu gagner en crédibilité s'ils avaient félicité. Quand il y a le résultat, même si tu as des guerres, d'abord félicite le peuple sénégalais pour sa maturité. Et félicite d'abord le candidat en attendant que toi tu saisis la justice ou tu dis que voilà comment ce que tu as vu sur le terrain ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a rien, absolument rien de la part de l'opposition qui puisse lui donner aujourd'hui même une certaine crédibilité dans sa démarche. Selon Pape Amadou Fall, l'opposition gagnerait à se recentrer pour trouver des moyens d'action beaucoup plus conséquents. Merci Alassane. Dialogue national, panafricanisme, Cheikh Tidiane Gadio appelle nos dirigeants à s'approprier les concepts pour les traduire en actes concrets. Le président du mouvement Lujot Jotna a animé une conférence à l'Institut IFA. Il se prononce également sur les violences politiques en Afrique. Je vous propose de le suivre. Le débat panafricain doit quitter les salles de conférence, quitter les salles académiques pour aller vers les masses africaines. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'intellectuels, ils n'ont pas le monopole de ce débat. Les Sénégalais qui font la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, qui traversent vers le Mali, etc., qui sont à la ce qu'on appelle les pays frontières, ils comprennent parfaitement les enjeux de l'intégration africaine. Ce que j'ai déploré dans cette conférence, encore une fois, c'est que beaucoup de nos dirigeants préfèrent parler d'intégration africaine pour ne pas prendre en charge le débat sur le panafricanisme. Parce que le débat sur le panafricanisme, ils le perçoivent avec beaucoup de crainte, comme en 1963, comme étant la suppression de nos États, la fin de 50 et quelques présidents, etc. C'est pas ça l'enjeu. J'ai dit qu'il faut rappeler à nos dirigeants et à nos compatriotes africains en général, le panafricanisme, c'est de mutualiser. Parce que nous n'accepterons pas qu'on balkanise le Mali, qu'on le casse en 2 États ou 3 États, c'est une catastrophe pour nous. Nous tenons au Mali parce que le Mali c'est l'Afrique. Le Mali c'est l'Empire mandingue. Le Mali c'est un pays précieux pour notre capital intellectuel, notre patrimoine intellectuel, culturel, Tombouctou, les mausolées, etc., les grands écrits. Il faut que les Africains défendent le Mali. Mais on ne semble pas conscient de ça. On n'a pas de stratégie pour le développement de l'Afrique. Il ne faut pas peindre le tableau sombre, les échecs, et ne pas parler des réussites de l'Afrique. Réussite de l'Afrique, c'est que tout le monde croyait qu'on allait péricliter en tant que continent, qu'on allait même disparaître comme race humaine. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard d'Africains, Dieu merci. 60% des jeunes, le continent le plus jeune du monde, le plus riche du monde, le plus doté du monde. Donc si on a le leadership qu'il faut, les orientations qu'il faut, si on accepte de laisser tomber les barrières artificielles créées entre nous, l'Afrique peut rebondir et rejoindre le peloton de tête des 4 grands pays. Je suis à 200% pour le dialogue national, y compris le dialogue politique au Sénégal pour discuter des institutions, comme vous dites. Il n'est pas trop tard. Opération de désencombrement, Bargny se débarrasse de ses occupants illégaux. Au même moment, des sommations sont servies aux occupants du boulevard Maurice Gueye de Rufisque dans la vieille ville. On annonce l'élargissement du boulevard en deux voies. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Gueye. Épave de véhicules gargote, place d'affaires. Les engins n'ont rien laissé sur leur passage. Bargny répond à l'appel du chef de l'État à travers cette opération de déguerpissement. Aujourd'hui, nous avons commencé d'abord l'opération de déguerpissement, qui est un plan national lancé par le président Macky Sall. Notre objectif, effectivement, c'est de voir au niveau de la voirie d'enlever les épaves, d'enlever les kiosques et éventuellement les débordements qui sont sur la voie publique. Je ne cherche pas non plus à sortir les grands bus, comme je l'ai dit tantôt. D'abord, c'est de constater, de négocier, de discuter avec la population pour qu'on trouve ensemble une solution. Pendant ce temps, les occupants illégaux du boulevard Maurice Gueye de Rufisque ont été sensibilisés sur la nécessité de plier bagages. L'État a décidé d'élargir le boulevard Maurice Gueye en 2 voies. Ce matin, je suis donc avec l'entreprise et Promoville pour nous enquérir, faire la situation en termes d'occupation de l'emprise. Parce que les travaux vont démarrer incessamment et comme nous l'avons constaté, l'emprise est toujours occupée. Donc nous avons estimé en tout cas devoir organiser cette visite en compagnie de l'entreprise, mais également des autorités locales pour sensibiliser les occupants sur l'urgence aujourd'hui à libérer l'emprise pour permettre aux travaux de démarrer rapidement. À Rufisque comme à Bargny, les autorités municipales promettent de prendre toutes les dispositions pour accompagner et assurer le suivi de ces opérations de déguerpissement.
Une initiative bien appréciée par les populations longtemps confrontées à des problèmes de mobilité urbaine et d'encombrement. Merci beaucoup Senutiam et Ahmadou Bamba Samb. Abdou Karim Sall va interdire toute circulation au niveau du parc zoologique de Han. Le néo-ministre de l'Environnement promet également l'aménagement de la forêt de Mbao. Il était en tournée dans cette zone. J'annonce que j'ai pris ce matin la décision d'interdire l'accès aux véhicules au niveau du parc forestier et du parc géologique de Han. Pour la raison simple, dans aucun pays au monde, vous verrez des véhicules circuler à l'intérieur d'un parc. Donc la décision a été prise ce matin et nous allons l'appliquer, Inch'Allah. Nous avons constaté à des endroits que la forêt est quand même agressée. Agressée par ceux-là qui cherchent à s'insérer. Nous prendrons les dispositions qu'il faut pour déjà préserver ce qui reste. Préserver ce qui reste, c'est diriger soit une grille de protection ou bien un mur carrément de clôture. Le nouveau ministre du Tourisme, quant à lui, livre ses recommandations stratégiques pour promouvoir la destination Sénégal. Selon lui, les financements sont disponibles pour le réaménagement de certaines plages. Aliou Sarr veut relever les défis du secteur du tourisme. Il était de passage à Mbour. Il était important donc de réunir l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur tourisme et transport aérien ensemble pendant 2 jours pour écouter d'une part les clients des tourismes, mais aussi leur préparation également en termes de transport aérien. Il était important donc justement de regarder les dysfonctionnements qui nous ont amenés à ces pertes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai posé la question, quand vous avez entendu l'exposé du tour opérateur, le Sénégal est passé de 80 000 achats à 12 000. Il était important justement de le regarder. Et nous avons vu dans les explications données par les Théo qu'il y a certaines questions sur le suivi de la demande au niveau mondial, mais également d'un certain nombre donc, de considérations que nous allons étudier en interne et nous permettre, secteur par secteur, dans les différentes niches de marché que nous visons, de pouvoir regagner la place qui revient au Sénégal dans ce secteur. Nous avons aujourd'hui un projet en cours avec la Banque mondiale de près de 35 milliards qui est en cours pour justement la réhabilitation des plages de Saly. C'est un projet vraiment extrêmement important, mais aussi un projet aussi de promotion pour nous permettre de nous repositionner sur ces marchés sur lesquels le Sénégal a des atouts extrêmement importants. Production record de phosphate cette année. Les industries chimiques du Sénégal dépassent le cap des 600 000 tonnes de production. Une première depuis la reprise de l'entreprise par l'Indorama, cette société indonésienne qui détient 66% du capital des ICIS. Et cela a un impact très positif sur les travailleurs des ICS. Ils ont exprimé toute leur satisfaction ce matin à l'occasion d'une conférence à Thiès. Charente Diop, c'est la tire. Les industries chimiques du Sénégal retrouvent la capacité entière de production Indorama et les travailleurs viennent enfin d'asseoir la performance de la gouvernance stratégique des ressources naturelles, en l'occurrence le phosphate. Rendons grâce à Dieu, la production suit son cours et comme nous l'avons dit, on a fait des réalisations assez satisfaisantes. 87% du chiffre du budget en 2016, 98% en 2017, 109% en 2018 et cette année-ci, nous allons passer le cap des 600 000 tonnes de production pour retrouver la capacité entière de production l'année prochaine, donc 660 000 tonnes. Nous sommes la première industrie à peser sur le PIB et jusqu'à ce que le pétrole soit là à l'horizon 2021 voire 2022, c'est ICS qui tirera la croissance du Sénégal. Aux ICS, tout va bien ou presque. Cependant, les syndicalistes demandent à la direction des ICS d'élaborer une doctrine efficiente d'encadrement. Ce qui a été fait aujourd'hui, l'augmentation des indemnités de logement, ce qu'on appelle les avances religieuses, les avances au mérite. Donc les travailleurs méritants et ceux qui ont en tout cas prouvé leur ardeur et leur en tout cas bravoure par rapport à la productivité seront récompensés cette année. Il nous reste encore d'autres points à négocier, mais c'est pourquoi nous lançons un appel pour que le dialogue social continue, pour qu'on puisse en tout cas régler les questions sans pour qu'il y ait de heurts. Le collège des délégués des ICS réaffirme sa vive préoccupation par rapport à la situation des journaliers et temporaires de l'entreprise.
Merci Cheranta. Et puis technologie avec le basculement définitif de l'analogique au numérique qui sera effectif d'ici 2020. C'est donc imminent. La télévision-diffusion du Sénégal a organisé un forum pour discuter avec toutes les parties prenantes. Les chaînes de télévision devions mieux se préparer à ce basculement définitif qui est annoncé d'ici 2020. Ndeye Thiaba Aliba. Le basculement de l'analogique au numérique, une réalité au Sénégal. Pour apporter de nouveaux souffles aux télévisions sénégalaises, la TDS invite les chaînes sénégalaises à diffuser via le numérique. Même la manière, par exemple, de faire de la publicité a changé. Et aujourd'hui, il est important qu'on se rende compte et qu'on réalise avec les acteurs quelles sont les sources de revenus sur lesquelles aujourd'hui ils peuvent s'orienter pour pouvoir garantir la pérennité de leurs activités. Mais pour une bonne réussite de ce transfèrement, il faut prendre en compte toutes les problématiques. Comment on va prendre la problématique notamment des éditeurs audiovisuels, mais surtout comment au sortir de ce forum, on va avoir une association qui va regrouper l'ensemble des éditeurs de contenu et surtout les propriétaires de chaînes pour pouvoir prendre en compte leurs problématiques. Et j'espère qu'à la fin de notre journée, nous pourrons en termes de conclusion avoir cette association-là ou même avoir l'ébauche notamment des membres de cette association. Logiquement, les chaînes de télé traditionnelles devraient quand même relativement faire des économies et toutes nos réflexions tournent autour de ça, c'est-à-dire quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui la TNT en termes de services à valeur ajoutée, en termes de VOD, en termes d'archivage, en termes de catch-up. Et tout ça aujourd'hui, c'est des services dont les populations attendent quand même quelque part une réponse par rapport à toute cette transformation. L'organe de l'État en charge de la transition analogique au numérique annonce la fin des travaux au mois de juin 2020. Pour l'heure, le signal analogique sera coupé à partir du mois de septembre 2020. Merci Thiaba. Le directeur de la sécurité publique invite ces hommes à renforcer leur collaboration avec les populations pour réussir le rôle de régulateurs sociaux qu'ils jouent. Selon lui, la police doit être à l'écoute des populations afin de satisfaire les exigences et la demande sociale de sécurité. Suivons le commissaire Abdoulaye Diop, directeur de la sécurité publique, avec Thierno Fall. Vous devez établir, pour des raisons de police de proximité, des passerelles de communication entre vous et les populations. Aller au-devant des attentes de la population, être à leur écoute et essayer de satisfaire pleinement les exigences et la demande sociale de sécurité. C'est en faisant face à cette demande sociale de sécurité que beaucoup d'obstacles vont se dresser. Mais en tant que vecteur de conscience, vous devez a priori savoir que vous êtes des régulateurs sociaux. La société a ses tares, comme disait l'autre, l'homme est un animal social. Il importe que sa vie en société donc soit réglée d'une certaine manière. Ainsi, la société pose des exigences auxquelles vous devez veiller, mais impose aussi confère aussi des droits aussi. Voilà, le commissaire Abdoulaye Diop qui était dans la capitale du Niambo pour l'installation du nouveau commissaire de police Bassirou Sarr qui remplace ainsi Babacar Badji à la tête du commissariat urbain de Louga. L'actualité sportive à présent avec ces matchs de Ligue des Champions. Retour sur ces matchs de Ligue des Champions. Barcelone qui a porté par un Lionel Messi, double buteur, a fait un excellent match face à Liverpool de Sadio Mané. Les deux clubs ont remporté leur demi-finale. L'Ajax donc et Barcelone ont remporté leur demi-finale respectivement face à Liverpool, 3-0 et Tottenham 1-0. Retour sur tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Ajax Amsterdam et FC Barcelone prennent option pour la finale de la Ligue des Champions de cette saison. Plus réalistes, les clubs néerlandais et espagnols ont réussi leur demi-finale aller. À domicile au Camp Nou, Barça a battu Liverpool. Avec plus de réussite, Lionel Messi et sa bande mènent à la pause 1-0 grâce à un tranchant Luis Suarez. Sadio Mané a manqué double opportunité. Liverpool se montre plus pressant en seconde période mais manque encore d'efficacité. Il s'est fait punir par le génie argentin. Messi opportuniste double le score avant de signer un doublé sur un magnifique coup franc. Les deux premiers buts du numéro 10 du Barça
contre Liverpool. 3-0 et score final. Dembélé a arrêté le 4e qui aurait tué tout suspense pour le retour. Ajax s'est imposé de son côté à Londres face à Tottenham. Les Bataves pleins de maîtrise asphyxient les Spurs durant les 30 premières minutes de jeu. Une domination concrétisée par l'ouverture du score par Van der Beek. Une avance gardée par le club amsterdamien jusqu'à la fin du match, malgré le sursaut d'orgueil des Londoniens. Un but à l'extérieur qui peut compter au retour mercredi prochain. Le mardi, c'est Liverpool qui va tenter une remontée dans une ambiance électrique à Anfield Road. Merci beaucoup, cher Sadibou. Et puis arrêtons-nous un peu quand même sur le match de Sadio Mané. Sadio n'a pas été décisif face au Barça. L'option tactique des Espagnols a posé sur le rendement de l'attaquant international sénégalais. C'est l'avis du journaliste Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien Record. Oui, Sadio, je pense qu'il a été plus ou moins bon, d'autant plus que effectivement, il a eu une occasion de but pour permettre à son équipe de remettre les pendules à l'heure. Malheureusement, il a manqué de lucidité face au but. Et je pense que tactiquement, il était présent, d'autant plus que Valverde avait compris que Sadio Mané était l'une des armes fatales de Liverpool, et il a préféré sortir Coutinho pour renforcer son secteur défensif, son côté droit, sur le plan défensif en amenant Semedo. Donc Sadio avait joué hier en réalité contre deux latéraux droits. Donc ce qui veut dire que sur son rendement, il n'a pas été aussi brillant qu'on l'attendait. Barça est un adepte de remontada. Aujourd'hui, il fait face à ce problème. Et bon, je pense que Liverpool, connaissant bien le public de Anfield, si Liverpool parvient à marquer 2 buts avant la pause, je pense que ça serait possible. Mais sinon, ça risque d'être très compliqué parce que le Barça, quoi qu'on dise, est une équipe qui a valeur de 2 buts par match. Donc jouer avec une telle équipe et dire qu'on doit impérativement faire jouer la remontada, je pense qu'il faudra non seulement aller à l'abordage, mais aussi essayer de garder ses arrières pour ne pas encaisser. Parce qu'à tout moment, le Barça peut compter sur son Messi pour... Voilà, en tout cas, Sadio Mané aura l'occasion de se racheter lors de ce match retour. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était un immense plaisir de vous présenter cette édition. Retrouvez demain, cher Tidiane Diao, pour le JT de 20h. À suivre ce soir dans vos programmes, votre série événement sur TFM Mœurs, la Brigade des femmes. Je vous donne rendez-vous lundi pour le JT de 20h. Bonne soirée.